internat en octobre 2004. Après, j'avais pas passé ma thèse de médecine générale. Donc j'ai fait faisant fonction d'interne de novembre 2004 jusqu'à décembre 2005 aux urgences, ouais, à l'hôpital civil, au pavillon Pasteur. Et j'ai passé ma thèse en janvier 2006. Et après, début janvier 2006, et après j'ai travaillé comme aux urgences à l'hôpital civil. Tout le temps Ouais, jusqu'à maintenant. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir urgentiste plus qu'une autre spécialité? Et j'avais fait l'internat de médecine générale et je ne me voyais pas m'installer. Ouais. Et puis on m'a proposé, j'avais pas passé ma thèse, je voulais pas enchaîner, j'avais pas prévu d'enchaîner sur des remplacements, et donc on m'a proposé, j'étais déjà passé comme interne, et quand j'ai rencontré mes anciens chefs et que je leur ai dit que j'avais pas de poste, ils m'ont dit mais nous on a un poste, si tu veux venir travailler chez nous, voilà. D'accord. Voilà, on manque d'internes et puis après on manque de chefs, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, et juste pour l'étude, ouais. Vous avez quel âge? J'ai 43 ans. Ok. Alors pour entrer dans le sujet, depuis une dizaine d'années, quelles sont selon vous les évolutions majeures constatées au niveau des urgences, que ce soit sur le plan fonctionnel, humain, matériel? Disons que au niveau des urgences, au niveau du personnel médical, on a gagné dans la reconnaissance du statut, puisque on est passé avec cette histoire de 39 heures cliniques, les temps additionnels, en tout cas moi je parle du CHU, les temps additionnels payés. Vous parlez que de votre expérience. Les temps additionnels sont payés rubis sur l'ongle. On a beaucoup d'heures de travail, mais on a connu des périodes où on était beaucoup moins nombreux en praticiens, on faisait beaucoup plus d'heures qu'actuellement. Ça s'est amélioré. Voilà, donc ça s'est amélioré au niveau d'effectif. Là où ça s'est dégradé, c'est le nombre de passages qui est beaucoup plus important, et les conditions les temps d'attente en fait de prise en charge des patients, et notamment les temps d'attente d'hospitalisation. Qui se sont Ok. Et sur le plan matériel? Et sur le plan matériel, on est dans un CHU, on a tout ce qu'on veut. D'accord, mais il y a eu d'évolution les 10 dernières années, c'est on a augmenté, on faisait pas de VNI encore il y a. Si. La VNI, on l'a eu en 2008. Avant 2008, on ne faisait pas de ventilation non invasive. Après, on a commencé avec une machine. Maintenant, on a 2 à 3 machines pour ventiler. Et puis les conditions, on a changé. Moi, j'ai commencé dans l'ancien pavillon Pasteur qui était tout petit. On a intégré des urgences neuves. Enfin, les conditions sont vraiment pas comparables, quoi. Vous avez déjà un petit peu évoqué, mais de quelle manière la charge de travail a-t-elle évolué, que ce soit physiquement, mentalement? La charge de travail, elle a augmenté parce que le nombre de passages a augmenté. Le nombre de passages a augmenté parce que, progressivement, en tout cas au CHU, toutes les consultations non programmées qui étaient en chirurgie, tous les services, la dermatologie, enfin tous les services qui avaient des consultations non programmées ont fermé leurs consultations non programmées. Et donc maintenant, il ne reste plus que l'ORL sur le CHU qui a une consultation non programmée, sinon tous les autres services n'ont plus de consultation non programmée. Même l'urologie, c'est que sur rendez-vous maintenant. Et si c'est un post-opératoire immédiat, mais sinon, non, toute urgence urologique, avant ça allait, par exemple, ils avaient leur polyclinique d'urologie, on ne recevait jamais d'urologie la journée, et ça a fermé, ils ont profité des restructurations de services pour fermer leurs consultations non programmées. Donc il y a ça, et puis le fait que la fermeture des lits, lors des restructurations des services, a aussi beaucoup pénalisé pour hospitaliser les patients, bien qu'on ait mis en place déjà depuis de nombreuses années une collaboration qui fonctionne bien avec les services de médecine interne et la gériatrie. En tout cas, les services de médecine interne de l'hôpital civil et de l'ancien hôpital civil, et les services de gériatrie, où là on a mis le paquet, on a de bonnes relations, donc avec des médecins qui passent aux urgences, qui viennent le matin aux urgences, enfin on fait le point sur les patients, enfin voilà. Mais on a par contre perdu avec les services de spécialité, pneumologie, cardiologie, où c'est devenu très compliqué d'avoir des lits. Et puis voilà.
voilà. Et donc, ok. Et la charge, non, au niveau du travail, la charge mentale. Après la charge mentale, ben, disons que comme c'est un métier qui est épuisant, entre guillemets, et que moi quand j'ai commencé, la durée de vie d'un urgentiste c'était 9-10 ans, que depuis que j'ai commencé, il reste, je parle sur les sites de Haute-Pierre à une NHC, moi je suis arrivé en 2000, ouais on va dire 2000, j'ai commencé à être chef en 2006, et ben à Haute-Pierre il reste plus de praticiens. D'accord. Voilà, parce que M. Bilbao n'était pas praticien en 2006 aux urgences, il était en réa. Et sur le NHC, il en reste un. Sinon, tous les autres sont partis. Donc, on se retrouve, je me retrouve l'un des plus anciens. Voilà. Et donc, la charge de travail est lourde. Donc, oui, on se pose des questions. Moi, je suis arrivé à une période où il faut que je me pose la question de savoir si je continue ou pas, quoi. Et considérez-vous qu'il y a eu des changements dans la prise en charge du patient au cours des dernières années? Ah bah, vu entre les conditions de prise en charge des patients dans l'ancien hôpital civil, bon, maintenant ça remonte, hein, ça fait maintenant 11 ans, et ce qu'on a maintenant, oui, ça a changé, quoi. Après, nous, on n'a pas trop changé notre mode de travail et le mode de fonctionnement. Ça veut dire on fait une prise en charge globale, on fait peut-être trop de choses pour un service d'urgence, mais ça n'a pas tellement changé. En tout cas, on essaye de le maintenir. Après, c'est difficile, mais on essaye de le maintenir. Ouais, même si vous dites que les conditions de travail ont augmenté, le temps Ouais. de passage, vous arrivez quand même à penser à les prendre en charge. Bah, on les prend correctement, bien que depuis 2 ans, là, ça s'est vraiment détérioré, avec des temps d'attente de prise en charge qui peuvent être très longs. D'accord, c'est depuis Ouais. 2 ans que ça a Ouais, vraiment depuis explosé. 2 ans, c'est vraiment que là, ça a explosé. Là, avec des ambulances qui attendent, avec des patients, ça, ils peuvent attendre sur les ambulances mais pendant maximum 6 heures. D'accord. On l'a déjà vu. Et ça s'était jamais arrivé. Une ambulance n'attendait pas plus de 30 minutes maximum, quoi. Et là, cet hiver, on a eu des passages à 6 heures de temps d'attente. Rien que pour décharger le patient. Après, pour prendre en charge le patient, voilà. C'est ça qui est clair. Ouais. Et au fil des années, pensez-vous que le rôle du médecin urgentiste au sein de l'hôpital a évolué? Non, c'est pareil. C'est la même Ouais, fonction. c'est la même fonction. Les gens le voient de la C'est même les manière. mêmes, oui, c'est la même manière. Il y a toujours des problèmes, relationnels, mais ça a toujours été, quoi. Je veux dire, avec des services ça se passe bien, avec des services ça se passe moins bien, mais ça a toujours été. Ça s'est pas amélioré. Moi, je trouve pas que ça s'est amélioré ni dégradé, quoi. D'accord. Et avec les patients, le rapport relationnel, il a évolué dans un sens ou dans un autre au fil des années? Oh non, moi je trouve pas. Moi je trouve que c'est pareil. D'accord, c'est pas plus tendu, c'est pas plus. Non, moi je trouve pas. Ok, donc Non. c'est bien. Et vis-à-vis de l'ensemble du personnel, soit infirmiers, soignants ou les autres collègues. On a un turnover beaucoup plus important au niveau infirmier là, avec des infirmiers, il y a beaucoup de turnover. Avec des infirmiers qui restent 2 ans maximum et qui partent, quoi. Ouais, donc il n'y a pas trop de relations. Ouais. Petit à petit, le temps de passage d'un infirmier aux urgences, moi j'ai l'impression qu'il diminue, quoi. Le temps moyen passé dans le service diminue. D'accord. Avant, on avait des infirmiers qui restaient 8 ans, et puis moi j'ai l'impression que ça diminue de plus en plus, 4 ans, 2 ans, enfin voilà, quoi. Et le rapport avec eux ou avec les collègues, lui, c'est pas. Bah, le rapport, il est assez stable, et puis il est peut-être un peu plus... Bah, moi je vieillis, et eux ils sont plus jeunes. Ouais, Et puis il y a un petit décalage qui je pense qui se crée. Et, puis les conditions de travail font que peut-être que les relations sont moins... Puis le nombre d'infirmiers a augmenté aussi. Ouais. Voilà. Et comment décririez-vous votre relation avec les médecins généralistes du secteur? Si on a une. Eh ben, disons que c'est souvent les mêmes médecins généralistes qui nous adressent les patients. Il y a souvent mais c'est vrai qu'on a peu de relations téléphoniques. Il y a 2-3 médecins qui nous envoient tous leurs patients, dans l'impression, puisqu'on a quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, on les reconnaissait, on connaît, quoi. Ils ont leurs habitudes en fait, hein. Ils appellent pas, ils envoient le patient. Donc, voilà. Et puis peu de téléphone. Après, c'est sûr que parfois on a moi je trouve que c'est un peu moins conflictuel, mais ils appellent moins aussi. Après, c'est toujours pareil. Si il y a les urgences, c'est fluide, on peut entendre beaucoup de choses, mais quand c'est complètement plein, c'est sûr on vise, quoi. Donc c'est pas très, parfois ça peut être un peu tendu les échanges. Et les courriers d'admission ou de sortie, ça va.
Bah, nous, on a l'impression, le courrier d'admission, on en a souvent. Alors après, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec SOS Médecins, donc là, c'est très variable, hein, parce qu'il y a beaucoup de remplaçants chez SOS Médecins. Et après, même dans leur pratique au quotidien, chaque praticien titulaire de SOS Médecins a sa façon différente de travailler son admission. Et puis, dans les courriers, on a des courriers. Quand c'est des médecins qu'on connaît, qui nous envoient souvent leurs patients, c'est toujours les mêmes types de courriers, donc on n'est pas... Voilà. Après, ça dépend du médecin, quoi. Il y en a qui font des courriers super, puis il y en a d'autres, ils disent aller aux urgences, et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, ouais, c'est un peu... voilà. D'accord. Et selon vous, quel regard portent les médecins généralistes sur les urgentistes? Ah, ça, je sais pas. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question, j'en sais rien. Pas du tout. Parce que, si vous disiez pour le courrier de sortie, moi en tout cas, je remets systématiquement un courrier de sortie à tous mes patients. Ils sortent tous avec un courrier de sortie. Donc après, s'il y a des retours qui disent que les médecins n'ont pas reçu de courrier de sortie, c'est vrai qu'on ne les envoie pas de manière systématique. On a eu un courrier automatique à partir du dossier médical, mais c'est vrai que parfois manque l'information du médecin traitant. On a une case médecin traitant et parfois elle n'est pas remplie. Donc, et on n'a pas pris l'habitude d'envoyer systématiquement, de faire la recherche systématique du médecin généraliste. Mais en tout cas, tous les patients sortent avec la lettre. Donc après, ils sont rares, en tout cas, quand on regarde dans nos dossiers, ils ont tous une lettre enregistrée dans le système informatique. Donc c'est qu'ils ont eu une lettre. Après, est-ce qu'ils la donnent, est-ce qu'ils la transmettent, ça je ne sais pas. C'est peut-être une perte d'infos. Et quelle est votre opinion sur la gestion des médecins généralistes vis-à-vis des patients qu'ils envoient? Est-ce que ça évolue? Ça évolue. Non, moi je trouve que c'est pareil, quoi. On sent quand le médecin généraliste ne trouve pas de porte, quand il veut hospitaliser un patient à l'hôpital, en tout cas au CHU, et qu'il ne trouve pas la porte d'entrée, il l'envoie, on le sent dans son courrier. Et ça a toujours été comme ça, quoi. Ça s'empire pas, moi j'ai pas l'impression, non. D'accord. Après ça peut être source d'incompréhension, hein, mais voilà. D'accord. Et comment a évolué la gestion de la permanence des soins avec les médecins généralistes? Alors la permanence des soins, le souci, en tout cas moi je parle sur Strasbourg, c'est qu'elle est un peu loin de l'hôpital. On sait qu'il y a l'ASSUM rue de Colmar, on sait qu'il y a la consultation SOS médecin, on sait qu'il y a une consultation par exemple médicale à Haute-Pierre, en dessous des urgences. Mais pour le NHC, tout ça c'est un peu loin. Alors c'est vrai que nous on réoriente beaucoup les patients pour les petites consultations, mais après il faut que les patients se rendent par leurs propres moyens. Donc après on ne sait pas s'ils y vont ou pas. On leur conseille, on donne les numéros de téléphone, mais est-ce qu'ils y vont, on ne sait pas trop. Et puis on n'a pas le temps d'appeler à chaque fois pour prévenir s'ils sont bien allés. On devrait peut-être le faire, mais voilà. Et comment imaginez-vous l'avenir des urgences? Pas ce que vous espérez, mais comment vous pensez que ça va évoluer? Pour l'instant, je suis assez pessimiste. Ouais. Ouais. Vous pensez que ça va se transformer, ça va... Non, je suis assez pessimiste parce que de toute façon, je vois pas une augmentation du nombre de lits. Ouais. Voilà. Déjà là, ça fait 2 ans qu'on essaye de réouvrir des lits, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de personnel paramédical, ni médical d'ailleurs. Et donc là, pour l'instant, on est plutôt, la vision est assez pessimiste. Parce qu'il y a beaucoup de praticiens jeunes qui veulent avoir une activité modérée, ce qui peut être compréhensible, hein, mais pour l'instant, modérée, nous par exemple au CHU, on a 6 postes d'assistants par an. Là, depuis, ça a commencé l'année dernière, l'année dernière on a eu 6 assistants, cette année on en a une qui arrive au mois de novembre, et peut-être 3 autres en mois de mai s'ils ont validé leur maquette et s'ils ne changent pas d'avis, parce qu'il y a tellement, l'offre est tellement importante de médecins urgentistes qu'on peut faire médecin urgentiste n'importe où, quoi, et dans les conditions qu'on veut, quoi. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer, parce qu'on demande tellement, on a créé tellement de chemins, les filières AVC, les chemins de douleur thoracique, les tachycardies, enfin, on crée tellement de protocoles de prise en charge, de recommandations, qu'en fait, on se rend compte que maintenant, la moindre douleur thoracique, même chez un jeune de 22 ans, une douleur thoracique atypique, on l'envoie à l'hôpital. Et parce qu'il y a un protocole douleur thoracique, des recommandations, et donc ça va, moi je vois que ça va que empirer, quoi. Plus en plus de protocoles et de recommandations, de conseils à faire. Et si on veut suivre toutes ces recommandations, il faut bien une porte d'entrée à l'hôpital.
Par exemple, la cardio n'a pas de, il n'y a pas de service douleur thoracique, par exemple. Il pourrait se dire, on crée une unité de douleur thoracique, on reçoit les douleurs thoraciques au moins la journée, voilà, mais il n'y a pas. Donc ça vient forcément aux urgences. Bah justement, c'est pour vous, ça serait quoi les modifications majeures pour améliorer le Moi je pense en fonctionnement? fait, je pense qu'il faut réouvrir les consultations non programmées. Dans tous les services Dans tous les services qui avaient des consultants. Alors mettre les moyens dessus, hein, mais réouvrir les consultations non programmées, parce que c'est comme ça que les médecins de ville pouvaient avoir accès à l'hôpital. Souvent, ils veulent souvent avoir un avis, mais c'est comme ça qu'on l'a. Quand on est médecin généraliste en ville, j'ai des copains qui sont médecins généralistes en ville, ils trouvent un chirurgien thoracique, un chirurgien digestif, et ça fonctionne par connaissance comme ça. Donc s'ils ont, ou un gastro-entérologue, ça fonctionne comme ça. Mais après, en privé, il y a souvent des dépassements d'honoraires, donc c'est un peu compliqué aussi d'envoyer tous ces patients en privé si c'est du secteur 2 et que voilà. Et donc je pense que l'hôpital devrait mettre les moyens dans réouvrir les consultations non programmées. Et voilà, avec une meilleure communication, un meilleur tri des consultations non programmées. Et donc plus de lits d'aval aussi, vous avez dit. Des lits d'aval, après je pense qu'il y avait peut-être trop de lits par rapport au nombre de médecins. En fait, il faut trouver la bonne adéquation entre le nombre de médecins et le nombre de lits. Après, c'est sûr que la médecine a évolué, on ne garde plus les vésicules biliaires, elles sont plus gardées une semaine à l'hôpital, elles sont pas une journée et ils sortent quasiment le soir. Le souci, c'est que s'il y a une complication de ces soins ambulatoires, où est-ce qu'ils vont aller, puisqu'il n'y a plus de consultation non programmée, ils reviennent aux urgences. Et après, on est dans une situation, nous, on est un peu, on est maintenant dans des GHT, donc le CHU est hôpital référent. Donc les spécialités qui ne se retrouvent plus en périphérie, si les hôpitaux de périphérie qui ont besoin d'un avis spécialisé, ils vont le demander, surtout par exemple en chirurgie, ils vont le demander au CHU. Et comme les hôpitaux, les services de chir n'ont plus de consultation non programmée, ils les font venir aux urgences. Et donc c'est un cercle infernal, quoi, un cercle vicieux, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, on est assez pessimiste. Moi, je suis assez pessimiste sur. Ok. Et vous voyez encore d'autres choses pour améliorer, ou ça c'est surtout les deux grosses choses Moi je pense qu'il faut réouvrir des consultations non programmées et il faut adapter le nombre de lits et le nombre de médecins. Ok. Et est-ce qu'il y aura des changements que vous souhaiteriez pour améliorer un peu la relation entre les urgentistes et les médecins généralistes? Je pense qu'on devrait mieux communiquer. En fait, on devrait organiser, en tout cas moi sur le CHU, des visites du service où on devrait créer des soirées pour présenter les services. Au moins une fois. Nous on le fait pas, on l'a jamais fait, mais on devrait peut-être le faire. Faire une soirée, une ou deux par an, en passant via le Conseil de l'Ordre, en disant voilà, si ça vous intéresse, on vous présente le service. Et parce que par exemple sur sur Strasbourg, il y a 2 sites. Un site Haute-Pierre, un site NHC. La Haute-Pierre est plutôt organisée neurochir, traumato, rhumato, DIGE. Et puis sur le NHC, tout le reste des pathologies médicales, en tout cas, mais on ne fait plus de traumato du tout. On n'a plus la maxillo a déménagé, elle est à Haute-Pierre maintenant. Il y a encore des médecins qui ne le savent pas. Qui ne savent pas que la neuro n'est plus à l'hôpital civil. Ah oui, ça... Non mais alors que ça date déjà le déménagement. Donc voilà. Et là, il va falloir communiquer parce que le centre, il n'est pas encore ouvert, mais quand on va ouvrir le centre régional du cancer, ce qui va drainer beaucoup de monde puisque c'est un centre régional, donc ça va drainer tout ce qui était à Paul Strauss, tout ce qui est ici, et donc ces patients, il va bien falloir, Haute-Pierre est déjà en saturation, les urgences de Haute-Pierre, nous aussi, mais les patients qui vont être suivis dans cette IRC, ils vont tous se présenter à Haute-Pierre, donc ça va faire encore une augmentation du nombre de passages. Alors que historiquement, les patients qui ont des problèmes oncologiques ou de chimiothérapie venaient chez nous parce qu'on sait faire. Enfin, il va falloir communiquer sur ça, quoi. D'accord, donc plus des entretiens pour les mieux informer, peut-être avoir un contexte physique aussi pour voir. Okay. Et que pensez-vous de la formation du DS de médecine générale dans les changements récents, c'est-à-dire passage aux urgences en première année? Je trouve c'est nul. Et moins de stages hospitaliers. Je trouve que c'est nul. Les deux choses. Moi j'ai fait médecine générale. Je trouve que, c'est nul parce que ils passent aux urgences alors qu'ils sont au premier semestre. Ou alors ils passent aux urgences. Ou ils passent aux urgences parce que après leur semestre chez le médecin généraliste. Donc quand ils sont d'abord le médecin généraliste, puis après ils reviennent à l'hôpital, pour eux ils ont fait 6 mois de médecine de ville, ils reviennent à l'hôpital, c'est horrible.
Et après, ils sont premier semestre et on les met dans des services de CHU, dans des services qui sont les pires services. Moi, le service d'urgence, c'est le pire que j'ai fait en tant qu'interne. Après, les services de médecine, c'était plutôt cool. Hein. Voilà. Donc, ils sortent de l'internat, ils vont aux urgences, alors que pour travailler aux urgences, je pense qu'ils devraient avoir un minimum de connaissances hospitalières. D'accord ? Parce qu'on prend en charge des patients qu'on va hospitaliser. Par exemple, si moi je prends le CHI chez nous, on a un taux d'hospice de 50%, ce qui est énorme. Donc on ne fait pas de la médecine ambulatoire, on fait de la médecine hospitalière. Et on travaille avec des internes qui sortent de l'internat ou qui auront passé 6 mois chez le Prat. Donc c'est complètement différent. Et moi je trouve qu'ils n'ont pas assez de stages de médecine interne, de médecine interne gériatrique, quoi. Donc vous auriez préféré plutôt l'inverse, même qu'ils en fassent même limite plus quoi, de stages. Ouais. Moi, je pense qu'ils auraient mieux fait de faire faire 1 an de médecine, même si c'est peut-être pas bien vu par le département de médecine générale, hein, mais je pense qu'un interne devrait faire 1 an de médecine interne gériatrique, voilà, dans les services de médecine interne gériatrique, où il y a beaucoup de services, où c'est pas des services dans tous les périphes, maintenant leurs services ils font de tout, ils font de la cardio, la pneumologie, ils font de tout, quoi. De faire 1 an comme ça, et après enchaîner chez le Prat, le 2e semestre chez le Prat, aux urgences, et le stage de gynéco de ville, c'est une rigolade, quoi. Honnêtement, honnêtement, hein, c'est une rigolade. Hein, trouver des médecins généralistes qui font de la gynéco à plus de 40%, je crois, de leur activité, c'est de la rigolade. Voilà. Tous ceux que j'ai eus là comme interne, je le dis, c'est faux. Leurs médecins généralistes ne font quasiment pas de gynéco à part prescrire une pilule et un frottis de temps en temps. Je ne connais pas, mais oui, c'est un problème. Voilà. Donc je pense que 6 mois de pédiatrie, ça aurait été utile. Pareil, 6 mois d'urgence pédiatrique, 3 mois d'urgence, 3 mois de service. Ouais. Bon, et après, voilà, après moi je pense, c'est ce que je pense, hein, mais... Et après, c'est bon parce que les médecins généralistes vont se retrouver avec des patients de plus en plus polypathologiques, de plus en plus lourds, avec des maintiens à domicile, et on le voit quand on essaye de faire des HAD, où le référent c'est le médecin traitant, souvent ça se casse la gueule, quoi. Ben oui, là j'avais un patient en HAD qui est en soins palliatifs. Non, c'est une dame qui sort de neuro. Qui c'est qui a été pour un problème de rétention d'urine? C'est SOS médecin, alors que le patient est en HAD. Il y a un médecin référent, il y a un médecin coordinateur de l'HAD, il y a le médecin référent de l'HAD, c'est le médecin traitant qui est responsable de son patient. On n'avait pas besoin d'appeler SOS médecin. Il y a tout, il y a les infirmières, le matos, il suffit de dire sonder le patient. Et ben c'est SOS médecin qui a été. Les visites à domicile non prévues maintenant à Strasbourg, c'est... Voilà, c'est incroyable, quoi. Les visites non prévues, les médecins généraux. On a l'impression qu'à Strasbourg, les médecins, je sais pas, c'est une impression, nous c'est faussé, mais les visites, même en maison de retraite, même en EHPAD, chez des patients grabataires, GIR 1, où il y a une limitation de soins vu le dossier, c'est SOS médecin qui y va. C'est pas possible, je veux dire. Bah après, ça prouve qu'ils sont débordés aussi, hein. Ah non, ça oui, non, c'est à chaque fois pour ça. Hein, mais ça devient ahurissant, quoi. Alors après, moi, je ne sais pas comment ils se débrouillent, parce que moi je connais des médecins généralistes qui ont des patients en maison de retraite, mais c'est jamais SOS médecins qui vont pour eux. Ils ont toujours, c'est eux qui s'occupent de leurs patients, donc pendant que j'ai une vision déformée. Et je pense qu'il y a une réorganisation. Voilà. Et vis-à-vis du bac pour les urgentistes, que ça soit devenu un DES à part. Je trouve que c'est nul aussi. Honnêtement, non, il fallait pas perdre la qualification de médecine générale. Et c'est quoi que vous trouvez parce que la durée de vie d'un urgentiste, c'est 10 ans. Ouais. Nous, on a des praticiens qui sont arrivés, que j'ai eu comme internes, qui ont été chefs. Ils sont tous partis, beaucoup sont partis faire de l'intérim. Faire de l'intérim, travailler dans des dispensaires. Et ça, ils peuvent le faire, travailler dans des dispensaires, parce qu'ils ont encore la qualification de médecine générale. Ouais. Donc c'est le gros problème. Mais là, c'est le gros problème. Perdre la qualification de médecine générale, ils rentrent dans une spécialité. Donc après, qu'est-ce qu'il leur reste? S'ils veulent être plus calmes, plus cool, travailler et faire de l'intérim. D'accord? Ou alors, rester, je sais pas, je connais pas les passerelles encore. Parce qu'un interne de DES qui fait DES d'urgence, il en a marre. Il veut s'installer en médecine générale. Il n'y a pas de passerelle pour l'instant. Non, pour
l'instant, non. Donc il ne pourra pas s'installer. Et pourtant, moi j'en connais plein des médecins urgentistes qui... Là, il y en a encore un là, qui était chef de service, je ne vais pas dire la ville, mais qui est parti s'installer. Il a fait 20 ans d'urgence. Et là, il quitte les urgences, il s'installe comme médecin généraliste, parce qu'il a sa qualification de médecine générale. Et pour nous, j'ai entendu, là, avec... ouais, c'est un autre problème. J'ai entendu que si... moi, j'ai toujours ma qualification de médecine générale. Je ne me suis pas inscrit à l'ordre, je n'ai pas demandé d'être en médecin urgence. Mais là, je viens d'apprendre qu'avec la... Comment ça s'appelle là, les contrôles continus, et pas les contrôles continus, il va falloir que je valide des FMC de médecin généraliste. Ah oui, ils vont essayer de bloquer comme ça les urgentistes peut-être. Je sais pas. C'est ce que j'ai entendu. J'ai pas entendu ça, mais peut-être. Mais c'est ce que mes collègues m'ont dit cette semaine. C'est vrai que j'avais pas cette notion. Voilà. Donc vous voyez vraiment rien de positif à cette... Moi, ils s'engagent, il faut qu'ils sachent qu'ils s'engagent dans une voie hospitalière. Bon, après, on peut aller faire des urgences dans les cliniques privées. Aussi, hein, on peut aller là-bas. Mais ils s'engagent dans une voie où, après, moi, je ne connais pas les passerelles. Alors que quand on a notre qualification de médecine générale, moi, j'ai plein de collègues, et grâce à leur qualification, ils sont partis en... Après, ils ont fait un DU, ils sont inscrits, ils sont partis en soins palliatifs, en centre de la douleur, en SSR, installés en ville. Ouais, bien sûr donc, et le fait qu'il fasse plus de stages chez le praticien aussi dans le DES d'urgence, moi je pense qu'il devrait quand même le faire. Quand même le continuer parce qu'en fait, alors je sais pas sous quelle forme, mais on apprend quand même des trucs, quoi. Des trucs pour gérer la petite consultation qui se présente aux urgences, justement. Ouais. Enfin, des trucs bêtes sur, je sais pas, mais moi quand j'ai fait mon stage chez le Prat, j'ai appris des trucs sur les goûts des médicaments, sur comment aborder le patient en consultation, comment se débrouiller sans examen complémentaire, comment orienter quelqu'un, enfin voilà. Donc moi le stage, moi j'ai fait ça et ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça m'a pas donné envie de m'installer et d'entrer dans cette filière. Mais j'ai pas trouvé ça désagréable, au contraire, quoi. Ok. Et la dernière question, même si je crois que vous avez déjà entamé, c'est est-ce que vous envisagez une carrière complète en tant qu'urgentiste? Je me pose beaucoup de questions. Ouais. Si ça reste... en fait, je m'étais donné 10 ans, mais là j'ai dépassé les 10 ans, et après je m'étais donné 15 ans. Donc là j'arrive dans un an, ça fera 15 ans. Donc, si les conditions de travail restent comme elles sont actuellement. Non, si elles restent comme elles sont actuellement. C'est sûr que non. Il faut qu'elles soient meilleures pour envisager... je sais, en fait, il faut... c'est pas... Ouais, en fait, c'est surtout la fluidité, quoi. En fait, je pense que beaucoup de médecins urgentistes, on va pas se mentir, les urgences, ça a toujours été difficile, il y a toujours eu des problèmes pour placer les patients, ça a toujours existé, hein, depuis que je suis chef, ça a toujours existé. Mais là, ça devient de... Quand on voit qu'on n'arrive pas à faire notre travail pour des raisons extérieures, parce que nous, on n'a pas à se plaindre. Ici, on a les infirmières qu'il faut, on a le matériel qu'il faut, on a la capacité qu'il faut. C'est juste une question on a un problème d'aval, on a un problème d'amont et d'aval, mais ça dépend pas de nous, en fait. Oui. Voilà. Et si vous changez, vous pensez plutôt vers quoi Je sais pas. Non, il n'y a pas d'idée si, je penserais à un service de médecine ou un SSR ou un truc comme ça. Plus calme. Différent, quoi. Ok. Merci. De rien. C'est là où il faut pas que je me fasse savoir. Non, c'est vrai que la perte de la qualification.